RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. On débriefe. On débriefe. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté. Ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débriefe. Chaque jour, de lundi à vendredi. En politique. Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons redevenir ces grands Congos. Et en contrepartie, comment est-ce qu'on discute avec nos partenaires? On débriefe, un rendez-vous des professionnels de l'information. On débriefe avec Christian Moses Masunga. Bon après-midi à toutes et à tous. Très content de vous savoir nombreux en ce moment de votre émission. On débrief sur les ondes et les antennes de RTGA Aude et RTGA FM. Je signale que vous nous suivez et à la radio et à la télévision. À la télévision sur canal 365 sur Canal+. Et aussi vous avez cette possibilité, vous qui nous suivez à la radio, de nous regarder à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application de BlueSat dénommée Blue OTT International. Canal 993, cette fois-là, c'est toujours RTGA. Alors, cette émission connaît la réalisation, cette émission est réalisée avec le concours notamment de Yannick Mamba qui est sur la console, et David Inganga est du côté de la télévision, Fiestambou est à la régie de la télévision, mais également à côté de Linda Kibushi qui est justement derrière les images. Christian Moses Masunga qui vous présente cette émission. Nous avons aujourd'hui deux thématiques dans ces castings presse avec mes confrères journalistes. En premier lieu, nous allons faire les points sur les congrès de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Et en deuxième lieu, on va également parler des enjeux de la rentrée parlementaire de décembre. On en parle dans ces castings presse avec le doyen Jean Romance Mokolo. Vous êtes le bienvenu en débrief, les doyens. Merci beaucoup, Moses, en tout cas, une fois de plus, pour cette invitation sur la RTGA. Alors, il y a deux autres confrères qui vont nous rejoindre incessamment dans ce studio bleu de RTGA FM. Je suis avec, et je vais dire que je serai avec Nico Faimbikai, mais également Eddie Kabea. Alors, vous avez suivi nos deux thématiques. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Jean Romance, en plus de nos deux thématiques du jour, avez-vous un autre sujet d'actualité, ou soit, si vous voulez décrypter un autre, brièvement, vais-je dire, un autre sujet commenté par la presse? Bon, je voudrais revenir surtout sur les différents naufrages qui surviennent dans le fleuve Congo et ses affluents. Et nous avons appris par la presse également que les derniers naufrages en date, c'est dans la province du Congo, sur la rivière Congo, où il y a eu des morts, plusieurs blessés, et plusieurs disparus, pardon, et d'autres rescapés ont pu être récupérés. Et personne ne connaît en tout cas le nombre de passagers qui avaient dans cette embarcation accidentée, naufragée, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de manifeste. Et je m'étonne que nous continuions comme ça à enregistrer des morts, des accidents de navigation, sans que les autorités compétentes, surtout au niveau du ministère des Transports, ne puissent quand même réagir et apporter des correctifs, quoi. Et depuis qu'on a connu ces derniers temps tous ces naufrages, on n'a même pas eu un communiqué
du ministère en charge des transports, par exemple, pour déplorer... Et même du gouvernement. Non, même du gouvernement, pour déplorer ces événements. C'est comme si ceux qui meurent sur le fleuve Congo et ses affluents, ils sont moins congolais que les autres. Pourtant, ce sont des compatriotes qui n'ont pas d'autre choix que de pouvoir voyager dans des embarcations de fortune, ce qu'on peut appeler en tout cas des cercueils flottants, tout simplement parce qu'on ne leur propose pas d'autres moyens de transport beaucoup plus sécurisants comme on l'a connu dans ces pays à l'époque où l'ONATRA, Office national des transports, était en tout cas était florissant et il était en bonne forme. Aujourd'hui, en tout cas, ces sociétés d'État chargées des transports fluviales et même ferroviaires, en tout cas, est devenue l'ombre d'elle-même, malheureusement. Alors, que vous inspire ce silence du gouvernement? Comment vous jugez cela? Bon, je ne saurais pas en tout cas de répondre à la place de ceux qui gèrent le gouvernement et surtout à la place du ministre en charge des transports ou même du porte-parole. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas. Est-ce que c'est parce que chaque fois il y a le même accident qui surviennent et que les gens sont fatigués de réagir? Je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu mal placé pour pouvoir répondre à leur place, mais je crois qu'à travers cette émission, nous devons lancer un appel à ceux qui nous gèrent, à ceux qui gèrent les secteurs des transports, de pouvoir quand même se réveiller, prendre des mesures qui s'imposent et surtout ressusciter l'ONATRA en tant que transporteur fluvial de l'État, à l'époque qui transportait les Congolais, les aéros à l'époque dans de bonnes conditions. Et je crois que ce serait en tout cas une bonne chose pour sauver les vies humaines, parce qu'on peut beau arrêter les armateurs, on peut beau arrêter les commissaires fluviaux, mais tant que ceux qui gèrent les secteurs... La responsabilité incombe aux décideurs. Tout à fait aux décideurs, parce que ceux qui transportent les gens dans ces conditions-là, c'est parce qu'ils ne subissent pas de contraintes. Voilà, parce que sur terrain, on se rend compte que ceux qui sont chargés de faire respecter la réglementation en matière de transport fluvial, par exemple, ne font pas leur travail comme il se doit, ou ils s'occupent seulement de collecter un peu d'argent auprès des armateurs, et le reste, là, ils ferment les yeux. Mais ceux qui chapeautent ces secteurs-là, s'ils arrivaient par exemple à prendre correctement leurs responsabilités, ils peuvent comme ça mettre au pas, imposer à ceux qui sont chargés de faire respecter la réglementation, de leur imposer en tout cas une discipline pour qu'ils puissent arriver à faire correctement leur travail et nous éviter comme ça ces naufrages à répétition, ces morts inutiles des Congolais au quotidien dans le fleuve Congo et ses affluents. Merci beaucoup. Devenus pratiquement des cimetières pour les Congolais. Merci beaucoup Jean Romance. Alors je vous avais annoncé la présence de mes deux autres confrères dans ces studios de RTGA. Eddie Kabeya, il vient de faire son entrée. Vous êtes le bienvenu en débrief. Tout le plaisir est pour moi de participer à cette émission avec quelqu'un qui a eu à m'encadrer. Absolument. C'est Mokolo. Le grand Jean Romance Mokolo. Donc nous sommes là pour apporter nos moulins par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais également proposer des solutions pour ne serait-ce que la situation soit changée. Avez-vous un autre sujet d'actualité que vous aimeriez commenter en plus de nos deux thématiques? Bon, je crois que l'actualité c'est aussi la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo avec la reprise de Rutshuru. Ça c'est intemporel, une actualité intemporelle. Oui, par nos forces de défense, mais je crois que cette dynamique opérationnelle doit continuer pour qu'on puisse récupérer. C'est depuis le lundi que les forces patriotiques, le FARDC, mais bien que l'identification de cette opération postule en termes de solutions pour la paix, mais il y a également une nécessité de la vie internationale pour empêcher ou éradiquer ces réseaux criminels transnationaux de la guerre. Je crois que l'immobilisme de la communauté internationale face aux tueries à répétition à l'est de la République démocratique du Congo laisse beaucoup à désirer. Et je crois que l'État attend que
Unité Active aujourd'hui est ici interpellé, il doit prendre en compte ces différentiels des menaces qui s'actualisent à son sein. Parce que la finalité de l'État aujourd'hui, c'est d'éliminer l'ennemi intérieur, c'est-à-dire la maîtrise de tous ces obstacles qui offusquent la réalisation et le bien-être de la population. Merci beaucoup, Edi Kabeya. On va finir ce premier tour de table avec Nikofa Mbikai. Bienvenue en débrief. Approchez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez les soulever et puis, ouais, un tout petit peu. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, estimé Moses. Je salue aussi les amis avec lesquels partageons le plateau. Vous pouvez vous approcher de votre micro. D'accord. Je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois rappeler à mon peuple que ça fait, je ne sais pas si nous sommes pris à la télé, ça fait 830 jours depuis que le régime a abandonné certains territoires de la République entre les mains de rebelles. Je prie la cité de Bunagana à titre symbolique, mais il n'y a pas que la cité de Bunagana à ce jour. Les rebelles ont déjà élargi les champs, Nyiragongo, une grande partie de Nyiragongo, une partie de Lubero, une grande partie de Massissi. 228 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation... Vous ne parlez pas de reconquête, comme venait d'en faire mention, Edi Kabeya. Il y a eu reconquête d'un village à Rutshuru par le phare de... 830 jours depuis que la cité de Bunagana, qui se trouve être dans le territoire de Rutshuru. Parce que j'entends, on parle de 145 territoires, il faut souligner que Kinshasa n'a plus la mainmise sur le territoire de Rutshuru. Je parle du territoire au sens strict, pas au sens large. Vous voyez les publicités, on parle de 145 territoires. Mais moi j'ai dit qu'il y a un des territoires dont Kinshasa n'a plus le contrôle. Il y a un autre territoire, une grande partie de ce territoire, le territoire de Massissi, le territoire de Nyiragongo et le territoire de Lubero. Je parle de 4 territoires parmi les 145 territoires. Et puis, quand nous parlons en termes de territoire, il ne faut pas penser que non, ce sont des petits trucs. Si vous prenez le seul territoire de Rutshuru, qui est plus vaste que le pays Hong Kong. Vous voyez Hong Kong. Hong Kong, sa superficie est moindre par rapport à la superficie du territoire de Rutshuru. Vous prenez par exemple Luxembourg. Luxembourg est moindre par rapport à Rutshuru. C'est-à-dire, si nous devons parler en termes politiques, ce sont en réalité des pays. Si vous les réunissez tous 4, ce sont des grands territoires. À ne pas confondre, c'est-à-dire ils sont plus que beaucoup de pays. J'estime que les 4 territoires mis ensemble dépassent aujourd'hui la Belgique en termes de superficie. Alors, ce ne sont pas des choses qu'il faut traiter avec incurie. Alors, quel plaidoyer faites-vous justement par rapport à cette situation? Est-ce que nous doit-on toujours continuer à faire des plaidoyers? Qui ne sait pas d'abord que la mission... Est-ce que doit-on toujours continuer à faire des plaidoyers? Lorsqu'on prend les pouvoirs, la première mission c'est quoi? C'est sécuriser les personnes et leurs biens. Secundo, l'intérêt général. Vous, on doit vous rappeler que non, il y a des territoires entiers qui ne sont pas occupés, mais essaient seulement de marcher ici pour les salaires. Vous avez vu comment on a réprimé le candidat, le lauréat magistrat? Vous avez vu comment on a réprimé? Moi, je me pose la question. Où est-ce que vous placez la théorie de proportionnalité? De la même manière qu'on vous voit réprimer les gens pour lesquels vous avez invité à Kinshasa, il faut souligner que les lauréats magistrats là sont à Kinshasa sur invitation du régime. Comment expliquer un régime dont le Conseil supérieur de la magistrature avait conseillé de ne pas recruter 5000 magistrats, de recruter 2500. Vous chutez. Je vais chuter par... Non, parce que vous dites que non, qu'il faut qu'on fasse le plaidoyer. Vous dirigeants, l'on doit vous rappeler que non, vous devez sécuriser tous les 145 territoires. Sur le papier, vous dites aménagement et 145 territoires. Mais en réalité, est-ce que nous comptons le petit aller à Rutshuru aujourd'hui? Merci. Est-ce que Kamer peut-il aller à Rutshuru aujourd'hui? Est-ce que Michel peut-il aller à Nyiragongo aujourd'hui? Mais vous nous parlez de quoi?
Ça, on doit vous rappeler, vous, en tant que dirigeant. Merci, Nikofa Mbikaï. On rend compte, 786 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Akabound est à ce perca victime de l'intolérance du régime. 162 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo. Et 6 ans et 72 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Donc, on t'a encore fait les plaidoyer pour ça? Merci Nikofa Mbikaï. Nous allons déjà prendre notre première thématique. Les travaux du 10e congrès de l'UNPC ouvert hier mardi se poursuivent ce mercredi au centre Nganda dans la commune de Kintambo. Il s'agit d'un congrès de la Renaissance. Jean-Romance Mokolo, que vous inspire ce concept Renaissance justement? Oui, moi je crois que ce concept est bien trouvé parce que les degrés de déliquescence de notre profession, de notre corporation est vraiment très très avancé. Lorsque j'entrais à l'ISTI, il y a plusieurs décennies. ISTI, l'UNISIC, voilà, aujourd'hui, précédemment IFASIC. Voilà, comme journaliste, moi qui avais fait des humanités scientifiques, biochimie, mais j'avais une vocation journalistique. C'est par passion que je suis entré par là. Et quand je vis les journalistes congolais à l'époque évoluer, à l'époque de Maréchal Mobutu, à une certaine époque, et avec l'époque actuelle, je me dis que la profession en tout cas a perdu de sa valeur, de sa valeur quoi, même de sa dignité, de son honneur quoi. C'est une profession, un métier digne. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les journalistes, c'est de la crasse. Ils sont comme comme tout Congolais lambda. Et ça ne fait même pas vraiment beaucoup de fierté quoi, de se réclamer journaliste dans certains milieux. Quand je me rends au Palais du Peuple, je vois comment les journalistes se comportent comme des parlementaires debout qui protestent parce que on ne leur a pas donné leur pitance ou avoir participé à une manifestation, on ne leur a pas donné les transports. Il faut voir comment ils se ruent devant un transport, pour réclamer le coupage entre guillemets. Ça me fait très très mal au cœur. Et voir comment nous fonctionnons dans nos entreprises de presse, où le journaliste est traité comme un esclave. Parce qu'un esclave, c'est celui qui fait le travail gratuitement sans être payé. On peut du jour au lendemain être remercié dans une entreprise de presse, et même pas une notification, même pas un décompte final, et même pas des arrêts de salaire payés. On me dit, si tu ne veux pas, va accuser là où tu veux. Voilà à quoi ressemble maintenant notre profession. Donc nous avons cessé en tout cas d'être un quatrième pouvoir au Congo. La presse congolaise. Le métier est rempli de mercenaires, est rempli de parlementaires debout. Et quand vous voyez un journaliste s'exprimer sur les questions qui touchent au pays, vous ne sentez pas la différence entre un militant politique et un journaliste. Il n'y a pas de la profondeur. Il n'y a pas de la profondeur. Donc trop de populisme. Et voilà, c'est à quoi en tout cas ça ressemble. Si on a choisi ces mots Renaissance, je crois que c'est bien trouvé. Mais ce que ces mots-là puissent avoir un contenu. La Renaissance, c'est un mot, mais il faut entourer à ces mots Renaissance, en tout cas, un contenu, des actions qu'on doit poser après le congrès pour démontrer que vraiment, on veut vraiment faire renaître la profession. Parce que chez nous, ici, les assises, on les organise. Dernièrement, on avait organisé les états généraux de la communication de la presse. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on a même mis en application ne fût-ce que 10% des recommandations issues de ces états généraux? Je ne crois pas. Et aujourd'hui, on a donné comme mission à ce congrès la mise en œuvre des recommandations et désigner de nouveaux animateurs. Je n'ai pas en tout cas de préférence sur XY. Moi, si Christian Luswakono, par exemple, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais côtoyé, mais à voir comment il dirige son média Top Congo, j'aurais été à l'aise de le voir diriger l'UNPC. Malheureusement, l'un des critères qui veut que c'est un Congolais à 100%, je crois, celui qui a la nationalité congolaise a pu présider au destiné de l'UNPC, c'est ce qui le met de côté. Mais tous ceux qui sont restés là-bas, Baudouin Kamanda, Moïse Moussangana et d'autres, je n'ai pas de préférence, mais je souhaiterais que ceux qui vont être élus comme
membres du comité directeur de l'UNPC, puissent véritablement amener des réformes, amener une nouvelle façon, en tout cas, de faire le journalisme. Qu'on puisse s'attaquer surtout à ces nouveaux variants du journalisme, si je dois emprunter l'expression de Gabi Koubabekanga. Voilà, ces nouveaux variants des journalistes doivent en tout cas être éradiqués. Des journalistes qui, à travers des tweets, s'en prennent aux gens sans tenir compte même des règles d'éthique et de déontologie, sans tenir compte que le journaliste n'est pas là pour s'attaquer aux gens, n'est pas là pour diffamer, n'est pas là pour, par exemple, être utilisé par certains milieux politiques pour s'attaquer à un autre politique. Un exemple, par exemple, sur ces dérives-là, c'est l'affaire Nicolas Kazadi. On a vu des journalistes être derrière Nicolas Kazadi, d'autres être derrière l'IGF, Jules Alinghetti, et les deux camps, en tout cas, s'affrontaient sans que l'esprit de solidarité ne puisse en tout cas fonctionner. Je crois que c'est cette tâche-là, lourde tâche, qui va incomber au nouveau comité directeur de l'UNPC. Et aussi, l'UNPC ne doit pas seulement être là pour octroyer des cartes, octroyer la qualité des journalistes aux professionnels des médias, mais l'UNPC doit aussi se mieux en syndicat des journalistes. Veiller à ce que les journalistes puissent avoir un contrat de travail, veiller à ce que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions et que ceux qui sont victimes de violations de leurs droits puissent en tout cas avoir le soutien de l'UNPC. Est-ce que le plaidoyer, je veux dire, Jean Romance, le plaidoyer que pourrait mener l'UNPC dans ces sens, comme vous l'avez dit, que les journalistes puissent avoir de contrats de travail, est-ce que ça aboutirait à partir du moment où la même réalité, on en trouve partout. Ce n'est pas seulement les journalistes qui en sont victimes, c'est l'État congolais qui ne protège pas l'emploi ici en République démocratique du Congo. Mais les journalistes sont spécialistes dans la protection des droits des autres. J'ai cité l'exemple de Jules Alinghetti et de Nicolas Kazadi. Les deux intérêts là qui s'affrontaient, on a vu des journalistes se battre. On voit des journalistes, par exemple, prendre fait et cause pour ceux qui sont victimes d'injustice, par exemple. Mais pourquoi eux-mêmes aussi ne pourraient pas se liguer, se mutualiser, travailler en synergie pour défendre leurs propres droits? Ils les font peut-être en contrepartie d'un lucre. Malheureusement, mais ils ont aussi leurs propres intérêts à défendre, le fait que l'on puisse travailler dans des entreprises de presse qui les prend en charge. Pour finir, par exemple, si l'UNPC ne peut pas s'occuper des conditions des journalistes, ne peut pas défendre leurs droits, mais comment est-ce qu'on peut faire respecter les codes d'éthique et de déontologie dans ces cas-là? Parce qu'un journaliste pauvre et misérable va être à la solde des intérêts politiques et autres et ne pourra pas faire respecter, ne pourra pas respecter les codes d'éthique et de déontologie. Donc il faut que l'UNPC puisse travailler aussi comme syndicat pour s'assurer que les journalistes, là où ils travaillent, ils sont correctement pris en charge et que quand ils sont pris en charge, ça pourra en tout cas les mettre à l'abri de cette chasse effrénée contre le coupage, contre les moyens de survie qui les amène souvent à s'aligner derrière des politiciens, derrière des intérêts politiques. Et in fine, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et quand les journalistes, par exemple, s'y mixent dans les conflits entre politiciens, mais après là, ils peuvent être victimes des représailles des politiciens aussi. Donc il faut que l'UNPC puisse s'assurer que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions, que leurs droits sont respectés, que ceux qui sont victimes des violations de leurs droits sociaux et autres puissent en tout cas bénéficier du soutien de l'UNPC, même s'il faille que l'UNPC accompagne les journalistes jusqu'à aller à l'inspection du travail, même jusqu'au niveau de la justice, pour obtenir en tout cas gain de cause dans leurs droits violés. Je crois que c'est le travail qui doit aussi être fait pour pouvoir en tout cas arriver à faire renaître la profession. Sinon, nous allons continuer à faire la même chose et on ne pourra pas avoir des résultats différents. Moses Masonga. Alors je dois rappeler à ceux qui nous suivent ici, nos auditeurs et téléspectateurs, que c'est cette grand-messe de journalistes. Il s'agit d'un congrès électif au cours duquel cette instance, l'UNPC, d'autorégulation de médias, va se doter de nouveaux animateurs à tous les niveaux. Sinon, Yedi Kabeya,
À la présidence, nous avons 3 candidats qui sont en liste, notamment Kamandawa Kamanda, Muzembe, Chabani et Moïse Moussangana. Quelle serait votre préférence si vous étiez électeur? Non, je crois que... je m'en vais d'abord vous demander si vous êtes aussi congressiste. Non, je ne suis pas congressiste, d'autant plus qu'on ne nous a pas associés, en fait. Je crois que on doit également, en fait, la question, on doit également remettre sur la question la manière dont d'abord on a eu à accueillir ces congressistes, qui sont d'ailleurs la plupart qui viennent de l'intérieur du pays, où ils sont accueillis dans des conditions minables, et ils n'ont même pas des moustiquaires imprégnés pour ne serait-ce qu'être gardés pour éviter les moustiques, tout ça. Pourtant, le gouvernement a pris en charge ces travaux. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on déplore. On regrette d'ailleurs Kassonga Chilunde des Réseaux-Mémoires qui a eu quand même à bien organiser autrefois le congrès pour les comptes de l'INPC. Mais le dernier qui a été parrainé par la première dame. Oui. Mais aujourd'hui, malheureusement, on constate vraiment que il y a eu une mauvaise organisation de ces congrès. Et puis, on déplore également l'absence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en fait, le Conseil supérieur de la communication, le Conseil supérieur de la communication et de l'audiovisuel. De l'audiovisuel, en fait, c'est ça qui... De l'audiovisuel et de la communication. Qui n'a pas pu participer au premier congrès organisé par l'UNPC. On a seulement constaté, c'est la personne qui était le vedette du jour, monsieur le ministre de la Communication et des Médias, et pourtant, le membre, c'est l'UNPC qui envoie les membres au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication, tout ça, mais on déplore cet état des choses. Mais en fait, moi je crois que par rapport aux candidats qui sont également désignés pour briguer les postes de la présidence de l'UNPC, moi je me dis souvent que si peut-être on avait laissé Jean-Marie Kassamba, l'autre qui Christian Lussakweno, moi personnellement, j'allais jeter mon dévolu sur Kassamba. Malheureusement, ils sont éligibles. Oui, malheureusement. Ils sont inéligibles. La manière dont il a organisé les choses, d'abord au niveau aussi de la télévision Télé 50, mais également sa vision plus clairvoyante par rapport à un certain nombre des choses au niveau des médias. Je crois que moi, personnellement, j'aime sa manière de faire et sa manière de travailler. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que lorsqu'on voit l'ossature de différents candidats, aux différents niveaux, moi je me dis que le choix n'est pas bien opté du fait que, d'abord, au centre du problème du développement, on trouve l'homme. L'homme, des conceptions, voire même des réflexions. Parce qu'au moment où nous parlons, nous cherchons l'homme qui peut être capable de répondre aux aspirations des journalistes, notamment ce qu'a évoqué Jean Romance tout à l'heure sur la déliquescence du métier du journalisme et la manière dont les journalistes se comportent. Et on voit aux grandes dames les moutons noirs qui ont eu à élire dans notre métier, toutes ces histoires-là. Est-ce qu'ils sont aussi partie prenante? Il y en a qui sont partie prenante. Non, la plupart, j'ai vu également. Parce qu'il y a ceux qui détiennent même la carte de l'UNPC. L'ancienne carte. Il suffit seulement d'avoir un $20. C'est ça le mal aussi, parce que tout cela n'augure pas de perspectives intéressantes quant à la bonne marche de notre métier. Outre cela, il y a également un certain nombre de choses à déplorer. Parce que maintenant là, on peut parler en mal des journalistes. On peut toutefois dire n'importe quoi sur les journalistes. Mais on doit aussi se poser la question de savoir à qui incombe la faute dans tout ça. Est-ce que l'État a mis des moyens, comme vous l'avez dit, pour ne serait-ce que subventionner certains médias? Parce qu'on constate que au sein même de ces médias, il n'y a pas d'organisation. Les journalistes n'ont pas de contrats. Les journalistes sont mal payés. Les journalistes... Quand ils voient à quel sein c'est voué, voilà pourquoi le journalisme se donne à des pratiques qu'on déplore, peut-être la mendicité, ainsi de suite. Le journalisme de main tendue. Oui. Maintenant, et lorsque peut-être il y a
un ministre le plus offrant qui se démarque. Puis il y a également la présence du journaliste qui use de l'aura des journalistes. Pour faire peut-être, parce que j'en commence à déplorer le fait que il y a des journalistes qui font l'apologie de certains ministres, de certains gestionnaires des entreprises. Qui sont devenus des communicateurs des camps politiques. C'est parce qu'ils portent un intérêt soudain. C'est parce qu'ils savent que derrière tout ça, nous allons gagner quelque chose. Si au moins l'État avait pris ses responsabilités pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes, je crois qu'on va assister à aucune personne qui pourra ne serait-ce que se donner à ce genre de pratiques. Alors Nico Faye, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ces assises? Nous parlons profession, on parle des nous. Vous êtes également journaliste et analyste politique. Pouvez-vous vous rapprocher de votre micro? À ce que je sache, il y a eu plusieurs congrès. Mais moi, je pense que dans la vie, il ne suffit pas seulement d'organiser des colloques, des congrès. Mais dans la vie, il faut arriver une fois... Vous êtes un peu trop loin de votre micro. Il faut arriver une fois à faire une évaluation. Vous voulez tirer vers vous. Il faut arriver à faire une évaluation, voir ce qui avait été décidé dans les assises passées. Vous faites le bilan. Est-ce que les objectifs avaient-ils été atteints? Mais si on passe pour passer, c'est pour cela, la situation ne fait que s'empirer. Et puis cette situation, moi je me dis, je ne vois pas celui qui viendra mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Vous attendez l'aide de qui pour qu'il vienne mettre de l'ordre dans ces secteurs-là? À une époque, je sais, à ce que je sache, on a même milité pour que l'UNPC devienne un ordre au même titre que l'ordre des avocats, de médecins et consorts. Peut-être si l'UNPC est arrivé au seuil d'un ordre, peut-être les choses allaient peut-être connaître un début d'amélioration. Mais la situation est telle que chaque jour qui passe, les fossés, les trous, le ravin ne font que s'affoncer. Et j'entends quelque part, vous voulez tendre la main du côté de l'État, comme si du côté de l'État, il y a respect des normes du travail. Mais on se rend compte qu'on a aussi un État qui peut être confondu aussi à l'UNPC, ou l'État qui prend des engagements, qui ne les respecte pas, qui fait travailler les gens, qui ne les paye pas. Vous savez, aujourd'hui, on a un État qui se comporte comme les organes de presse, où quelqu'un vient travailler, peut passer 8 mois, 10 mois, une année sans être payé. Et un tel l'État, c'est auprès de lui que vous devez aller chercher des solutions. Lui-même insolvable, lui-même qui escroque aussi, qui exploite aussi sa propre population. On peut faire pression à l'État. Vous faites pression. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si l'État était lui-même respectueux de ses engagements, là, les gens allaient se rabattre sur l'État. Mais on a un État lui-même qui escroque, qui exploite au même titre que les organes de presse. Vous êtes dans un organe de presse, vous trouvez les journalistes qui travaillent là-bas, passent 24 mois sans être payés. Vous allez aussi chez l'État, auprès duquel vous voulez chercher l'appui, vous trouvez aussi la même situation qui a fait travailler aussi les agents sans être payés. 5 ans. Le concept Renaissance, ça ne vous dit pas quelque chose? Mais vous savez, hein, vous êtes dans une histoire où on aime bien créer les concepts. On aime bien les concepts. On a entendu dans ce pays Kissalume Banda. Est-ce que avez-vous déjà eu au moins le temps d'évaluer Kissalume Banda? Nous parlons de la corporation. J'ai dit ceci, des concepts. Renaissance, c'est un concept qu'on a cherché à coller à la corporation, non? Je dis, c'est là qui ont créé ce concept-là dans la corporation de Renaissance. C'était un politicien, non? Est-ce que avons-nous déjà au moins évalué les engagements, les cahiers de charges dans tous les secteurs de la vie congolaise? Il n'y en a pas. Alors comment mettre justement l'anarchie par rapport à ce que vous dites? Non, moi je pense
un donneur de leçons doit être exemplaire. Vous ne pouvez pas aller vous rabattre sur quelqu'un qui ne sait pas respecter ses engagements. Aussi longtemps que l'État congolais, s'il existe encore, demeurera explorateur des Congolais, la même situation va se répercuter dans toutes les autres structures. L'État qui engage les gens, qui ne les paye pas. Vous devrez monsieur aussi les microstructures qui engagent les gens, qui ne les payent pas. Maintenant, vous irez vous plaindre auprès de qui? L'État aurait eu le monopole. L'État aurait eu, sortirait toute haute, si lui-même État en son sein, il était irréprochable. Mais vis-à-vis d'un État sur qui pèse beaucoup de faits, beaucoup d'effets de mégestion, beaucoup d'effets d'impayement. Les organes de presse, les journalistes qui travaillent, sont confrontés à quel problème? Sont confrontés au problème du contrat de travail, sont confrontés au problème de salaire. Vous voulez dire que l'anarchie que l'on déplore dans notre métier, au sein de la corporation, c'est l'État qui en est non, j'ai dit ceci. Le principal responsable. Parce que je vous ai entendu sur ce plateau dire que non, l'État aurait eu gain de cause. Nous parlons d'abord de l'organisation en interne. Le niveau, c'est-à-dire, tel père, tel fils, non? Tel père, tel fils. Qui peut être exemplaire dans ces conditions? Est-ce que pouvons-nous dire que l'État, lui, qui respectait ses engagements, vienne mettre de l'ordre dans une corporation? L'État aurait eu cette aisance si lui-même il était respectueux des textes. Mais vis-à-vis d'un État qui se comporte comme un organe de presse, l'État est comparable à tous les organes de presse ici. Là où il y a le contrat, il ne les respecte pas. Là, il faut payer les gens, il ne paye pas les gens. Bah alors, vous voulez que les organes de presse se comportent différemment vis-à-vis de l'État? Vous devez parler même des SMIG. Est-ce que l'État lui-même respecte les SMIG? Parce que l'État doit imposer. C'est l'État qui doit être la matrice. On doit copier sur l'État. Alors, si l'État ne paye pas les gens, si l'État exploite ses agents et fonctionnaires, alors vous voulez que les organes de presse se comportent de quelle manière? Allez tout aujourd'hui, beaucoup de magasins sont fermés. Mais c'est à l'image de l'État. Combien d'agents et fonctionnaires d'aujourd'hui ne sont pas payés? Combien? Et comment voulez-vous que les organes de presse puissent maintenant respecter à leur tour les engagements? Alors, quelle critique apportez-vous justement sur certains comportements que l'on déplore au sein de la corporation? Il y a de ces journalistes qui ont cessé d'être des chercheurs des informations. En fait, ils ont cessé de traiter, de collecter les informations. Et des analystes de faits, ils sont devenus des communicateurs des camps politiques. La question, à ce que je sache, un scientifique ne doit pas se limiter aux effets. Un scientifique doit aller plus loin, voir les causes. Si les journalistes que vous reprochez de tous ces faits-là se limitaient seulement à la quête, au traitement, ils vivraient comment? Nous ne devons pas nous voir la face. Voir les trains de vie des journalistes que vous voulez qu'ils restent seulement dans leur rédaction, dans la collecte, dans le traitement de l'information là, leur train de vie, par rapport à ceux-là que vous qualifiez de communicateurs là. Voilà, comparer les trains de vie. Hein. Est-ce qu'on peut parler d'un tel journaliste, on peut le juger de crédible dès lors qu'il a des colorations? Bon, dans la vie humaine, tu n'as pas une chemise, tu n'as pas de chaussures. Tu manques même aller voir dans certains organes de presse, dès qu'il est 16h, c'est la mendicité qui commence. Transport. C'est ça la crédibilité? C'est ça la crédibilité? Lorsqu'un journaliste commande, vous poussez quelqu'un à la mendicité. Vous ne le payez pas. Au même titre que l'État qui ne paye pas aussi les gens. Alors, vous voulez que cela reste crédible. Et avec le transport de 4 000, 5 000 ici,
Et puis, en rentrant à la maison, vous allez dire aux enfants, non, mes enfants, moi, je suis crédible, je suis là pour traiter les informations. Non, non. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. La vie, il faut savoir ce qu'on veut. Quand on sort le matin, on se dit, je vais au travail. Quand quelqu'un va au travail, c'est pour qu'après le travail, papa ramène un sachet. Mais lorsque quelqu'un va comme ça, c'est-à-dire il n'y a aucune perspective d'être payé. Vous voulez que les gens se comportent comment? Merci beaucoup. Alors, Jean-Romance Mokolo, comment réagissez-vous à ce que dit votre co-débatteur, ce que dit Nico Faye, en ce qui concerne des désordres qui règnent au sein de la corporation, et il en attribue la responsabilité au gouvernement, à l'État congolais? Bon, en fait, je ne peux pas justifier le comportement des journalistes par ce que l'État aurait fait à ses propres employés. Il appartient aux journalistes de pouvoir, comme je l'avais dit tantôt, de pouvoir revendiquer leurs droits. Et bien sûr que pour exercer la vertu, il faut un minimum de bien-être humain. Je ne vois pas ce que l'État peut faire pour une entreprise privée. Je vois par exemple Top Congo avec Christian Luswakweno qui se démet et qui quand même arrive à mettre ses journalistes et ses employés dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si c'est l'État qui lui donne tous ces moyens-là. Donc la responsabilité de l'État, c'est de pouvoir mettre des critères. On dit, bon, vous voulez fonctionner comme média, voilà quels sont les critères pour être acceptés. On ne peut pas faire admettre une entreprise de presse et la reconnaître qui n'a pas les moyens de son fonctionnement, qui ne sait pas assurer la prise en charge de ses employés. Donc la responsabilité de l'État, c'est au niveau de la régulation, c'est au niveau de la mise en place des normes, des principes, des critères, quoi, pour accepter que quelqu'un puisse créer une entreprise de presse et que cette entreprise-là puisse fonctionner. Mais il y en a... C'est là où s'arrête la responsabilité de l'État. Oui. La responsabilité de l'État aussi, c'est s'assurer que lorsque, par exemple, les journalistes ou les employés des entreprises des médias réclament leurs droits et qui saisissent, par exemple, l'inspection du travail, où ils saisissent les organisations, les services habilités, qu'on ne puisse pas, par exemple, privilégier les patrons de presse au profit, au dépens des journalistes qui réclament leurs droits. C'est ça là où s'arrête la responsabilité des journalistes, de l'État, par exemple, pardon. Donc si, par exemple, on se rend compte que les entreprises de presse ne sont pas viables, mais pourquoi ne pas, par exemple, fusionner ces entreprises-là? Parce qu'aujourd'hui, là, comme on a assisté à l'époque de la Deuxième République, on qualifiait les phénomènes de un ministre, un journal. Aujourd'hui, c'est un ministre, un organe de presse, une chaîne de télé. Donc, vous créez une chaîne de télé sans en avoir de moyens. Et après, vous croyez que c'est avec les reportages que vous allez rentabiliser l'entreprise. Non. Une entreprise de médias doit être rentabilisée par la publicité, par les contrats que vous pouvez signer avec des partenaires commerciaux. Mais si vous n'avez pas mis assez de moyens pour créer, pour produire, pour créer, disons, créer un audimat. Ouais. Parce que pour que la publicité puisse venir, vous devez d'abord faire asseoir votre entreprise de médias. C'est-à-dire qu'il faut d'abord mettre un paquet pour faire fonctionner correctement votre média, pour avoir des émissions de qualité, avec des journalistes de qualité aussi. C'est ce qui va créer l'audimat et qui va, en tout cas, attirer les annonceurs. Mais quand vous avez créé une chaîne de télé avec des moyens, un minimum de moyens seulement, et que vous ne savez pas, par exemple, assurer les transports pour les reporters, vous ne savez pas, par exemple, avoir un moyen de fonctionnement pour tel besoin au niveau de l'entreprise, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cette entreprise-là puisse en tout cas devenir florissante. Donc l'État, sa responsabilité, c'est dans les critériums. Mais il y a également des subventions, les subventions qui devraient provenir mais les subventions qui devraient venir de l'État. Pour bénéficier des subventions, il faut aussi qu'il y ait un critère, par exemple. On doit dire une entreprise qui a, par exemple, des contrats de travail pour ses employés.
une entreprise, par exemple, qui paye les impôts, une entreprise, par exemple, qui fait telle chose, tel devoir, c'est cette entreprise qu'on peut subventionner. On ne peut pas subventionner une entreprise, par exemple, qui n'a aucun agent contractuel. On ne peut pas subventionner une entreprise, par exemple, qui ne respecte pas les codes du travail, par exemple. Je crois qu'on ne peut pas créer une entreprise les ministres de médias et de communication avaient, je crois l'année dernière, mené une campagne d'assainissement médiatique pour voir dans quelle mesure l'État congolais pourrait quand même subvenir. Bon, apparemment, cette campagne-là s'est arrêtée seulement à l'effet d'annonce. Je n'ai pas vu le ministre de la Communication faire la ronde des entreprises de presse pour s'assurer que telle autre entreprise est viable. Bon, Nico semble, par exemple, responsabiliser seulement l'État, non? Les journalistes fonctionnent sur base du code d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas parce que vous avez faim, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas payé que vous devez faire du n'importe quoi. Moi, je fais de 2021, janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, où j'ai quitté CTV, je n'ai jamais reçu même pas un franc de salaire. Mais je ne fonctionne pas comme tous les autres journalistes. Est-ce que c'est vraiment c'est digne de travailler comme ça? Non, je peux continuer, Nico. Oui, oui. Quand vous voyez par exemple Christian Luswakweno, qui a donné un point de vue sur le fait que l'IGF ne peut pas, un contrôleur ne peut pas avoir un contrat, par exemple, de formation pour la GECAMI. Est-ce que c'est normal que des journalistes puissent s'en prendre à Christian Luswakweno? Est-ce que Christian Luswakweno, pour ne pas être son avocat, est-ce que c'était attaqué à des journalistes? Merci Jean-Romain. Il a donné son point de vue sur les relations entre l'IGF et la GECAMI. Mais on a vu des journalistes se déferler, se décharger sur lui. Voilà ce que nous déplorons. Est-ce que ça, c'est parce qu'on n'est pas payé qu'on doit s'en prendre à un journaliste qui donne son point de vue? Merci. Non? On est des vignes de mercenaires, il faut les reconnaître, et que l'UNPC, qui va en tout cas, le comité de direction qui va être désigné à l'issue de ce congrès, doit s'attaquer à ces phénomènes-là, les nouveaux variants des journalistes qu'appelle Gabiko Babikanga. Sinon, on n'aura plus jamais le quatrième pouvoir dans ces pays. On n'aura plus jamais une presse libre et indépendante, une presse qui va être respectée. Parce que si vous voulez être respecté, vous devez avoir une certaine dignité aussi. Mais les journalistes qui ne se comportent pas dignement, qui se vendent à moins cher, qui roulent la terre quand les acteurs politiques passent. Je ne crois pas que c'est avec ce genre de journalistes qu'on peut avoir une presse indépendante, une presse respectable. Alors, Edi Kabea, tout récemment, le président du CESA, Christian Bosembe, dans une radio sœur, Top Congo, je citerai même, il a dit qu'on devrait mettre de l'ordre dans le microcosme médiatique, notamment les entreprises de presse, dont les journalistes n'ont pas de contrat de travail. Il devrait traiter sur cette question. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Non, est-ce qu'on doit également se poser la question, est-ce que c'est parmi ses missions en tant que l'organe de régulation des médias? Non, je crois que de telles déclarations n'ont pas sa raison d'être. Mais on doit, face également à la question du journaliste, on doit également se poser la question pour notre pays, comment la République démocratique du Congo a pu gérer sa paix sociale, en fait. Parce que la réponse à cette question permettrait également de comprendre la régression, je crois même économique, surtout en termes de paiement des salaires, mais également des subventions de l'État par rapport à ces entreprises des médias. Donc je crois qu'on doit enlever aussi un certain nombre de failles dans la tête de Nico Faye aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de l'INETA alors que il y a dans ces pays des institutions qui fonctionnent normalement. Nico Faye ne peut pas se poser la question de savoir si l'État existe. Non, on a l'État qui existe, qui fonctionne. Mais je crois qu'il y a des difficultés de parcours, il y a également un certain nombre de problèmes, mais je crois qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes. Mais il n'appartient pas à Nico Faye de taxer l'État d'un État qui va à la volée, c'est-à-dire à la disparition. Un État irresponsable. Ouais, irresponsable. Je crois que l'État a aussi sa part de responsabilité. Parce que dans des pays nantis tels que le Canada, on voit
l'État subventionnait certaines entreprises de presse, les entreprises privées. Vous comprenez? Outre le fait d'avoir un rôle qui dirait ce qui doit limiter les organes des médias dans leur manière de fonctionner, mais je crois également que l'État aussi a un rôle de subventionner ces entreprises. Parce que un individu seul, oui, il peut, comme le cas de cet évident Jean-Romas Mokolo vient d'évoquer, où il y a un patron qui a initié ces médias. Mais deux fois, il sera aussi limité par des moyens. Parce que si l'entreprise doit seulement s'atteler aux publicités, et le jour où vous allez couper les contrats avec ces entreprises qui vous fournissent de publicité, est-ce qu'il appartiendra maintenant aux responsables de mettre des moyens? Oui, c'est bien bon, mais il faut aussi les soutiens de l'État quelque part pour ne serait-ce que résoudre ces problèmes. Mais outre le fait évoqué, je crois que nous devons être interpellés pour aussi redorer les blasons encore ternis de notre métier. Parce que lorsqu'on parle de journalistes tembe, des moutons noirs, je ne cesserai jamais. Le nouveau variant de journaliste. Tel qu'elle a dit Jean-Romas Mokolo, qui emprunte l'expression de Gabi Kouba. Mais je crois que tout revient sur l'État. Vous comprenez? Parce que s'il faut évoquer les cas du Palais du Peuple, où on assiste aujourd'hui à une floraison de journalistes qui viennent, qui des fois suivent des officiels, quémander ça et là, tout ça. Mais je crois qu'il appartiendrait au service de sécurité au sein du Palais du Peuple de résoudre cet état des choses. Mais s'il laisse faire, vous ne voyez pas que la com reviendra toujours à l'État. Et puis, dans des institutions, Parlement et ainsi de suite, il leur appartient aussi de payer ou de subventionner, parce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur qui vient d'être voté, un incise plutôt, qui a été voté dans le règlement d'ordre intérieur, où on devait aussi subventionner plutôt certains médias qui viennent couvrir au niveau du Palais du Peuple. Donc je crois, dans tout, il appartient toujours à l'État de prendre ses responsabilités en tant que tel, vis-à-vis des employés, qui, dans des entreprises, outre le média, mais également les entreprises de l'État, portefeuille, ainsi de suite. Parce que... Vous citez rapidement. Pour citer, je dirais tout simplement que l'État doit prendre ses responsabilités. Nekofa, merci beaucoup, Edi Kabea. Nous prenons rapidement, on n'a pas beaucoup de temps pour cette deuxième thématique. La rentrée parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. Nous parlons des enjeux. Nekofa, vous nous suivez? Nous parlons des enjeux de cette session budgétaire, notamment sur les plans sécuritaire, social, politique, aussi diplomatique. Quelle lecture faites-vous justement de cela? L'analyse que je vais... Vous pouvez vous approcher de votre micro. L'analyse que je vais faire risquerait de s'apparenter à celle que je viens de faire par rapport à... Vous avez que 3 minutes pour... Par rapport, les amis ont parlé pour les premiers sujets 2 fois, moi je n'ai parlé qu'une seule fois. Et vous me ça dit, je n'ai pas le droit de parler... Excusez-moi, j'avais perdu de vue que vous n'avez une... D'accord. Oui. Vous avez 6 minutes dans Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Tout ce que les êtres humains font sur la Terre, d'abord on vise un objectif qui est le bien-être social. Moi, je ne peux pas moi comprendre que vous puissiez aller d'étude en étude, d'expression en expression, de slogan en slogan, et qu'au finish, il n'y a pas de résultat. Vous avez eu à initier des congrès, des colloques, des ateliers. Mais pour quelle finalité? Il faut arriver au moins une fois à marquer une pause, faire une évaluation de tout ce que vous avez déjà pris comme résolution, de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Évaluer au moins cela.
Est-ce que les prévisions budgétaires de l'exercice précédent ont été atteintes? Bon, c'est là où moi je suis en train de me poser la question. Et comment expliquer dans un pays, parce que je rencontre de manière indirecte ce que Eddy venait de dire, comment expliquer dans un pays où il y avait un budget de 6 milliards qui payait les fonctionnaires à des dates fixes? Comment expliquer dans un pays où il y avait un budget de 6 milliards qui payait au moins la dette extérieure? Comment expliquer dans un pays où il y avait un budget de 6 milliards, on a eu à créer des sociétés de transport aérien avec aéronef? Comment expliquer dans un pays avec un budget de 6 milliards, on a créé des sociétés de transport qui ne connaissaient pas de problèmes de carburant, de rupture de stock? Le contexte n'est peut-être pas le même. Aujourd'hui, avec la guerre qui coûte beaucoup à l'État congolais. S'il te plaît, c'est vous qui parlez de la guerre aujourd'hui, mais vous ne pouvez jamais comparer la situation d'aujourd'hui à celle de 2000, à celle de 1999. Là où il y avait 53% du territoire national occupé par le rebelle. 53% du territoire national occupé par le rebelle. Des provinces entières occupées par le rebelle. Prenez le cas du RCD Goma, qui contrôlait le Grand Kivu, qui contrôlait une partie du Kasaï oriental, qui contrôlait une partie du Katanga, qui contrôlait la plus grande province de l'époque, la province orientale, dans l'ancienne configuration, le RCD Goma seul. Prenez le MLC, prenez le RCD Kamel, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mais néanmoins, dans ce contexte-là, on sentait au moins la refondation de l'État. On a créé des structures, on a mis l'État sur le rail. Mais comment expliquer aujourd'hui? D'ailleurs, il faut souligner un aspect. Lorsqu'on avait un budget de 6 milliards, il y avait un taux d'imposition. 6 milliards sous Kabila, vous voulez dire? Oui, sous Kabila. On avait un budget de 6 milliards avec un taux d'imposition de 2% sur les redevances minières. 2%. Mais comment expliquer aujourd'hui, avec vos prétendus 18 milliards, vous avez trouvé des compagnies d'aviation avec aéronef, aujourd'hui zéro. Les agents et fonctionnaires avaient au moins des dettes fixes, vous savez que non, du 15 au 22, allaient toucher leur salaire. Merci. De manière régulière. Mais vous parlez que non, budget. Les budgets, il faut, dans le contexte actuel au Congo, vous devez nous épargner de cette histoire de budget. Parce qu'en réalité, on se rend compte que non, il y a plus vous majorez vos budgets sur papier, plus le volume de la dette interne et externe ne fait que croître. Merci Nico Faye. S'il te plaît, je dois avoir mes 6 minutes. Non. Je suis jaloux de cela. Vous êtes déjà dans vos 6 minutes. Non, vous chutez. Non, il faut qu'on fasse comprendre au peuple. Oui. Comment expliquer, avec un budget de 6 milliards, l'État s'organiser? Mais comment expliquer aujourd'hui, l'État avec un prétendu budget de 6 milliards, l'État est en train de se désintégrer. Merci. Alors Jean Romance, s'il faut soulever ce même questionnement que Nico Faye, qu'est-ce qui explique justement ces contrastes? On a vu quand même l'augmentation du budget depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays, et cette fois-ci même, on parle d'une augmentation de 21% selon les projets de loi des finances déposés par la Première ministre à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que cela va cette fois-ci refléter la réalité sociale, soit la situation socio-économique des Congolais? Quel sera l'impact, vais-je dire? Oui, vous voyez, ce sont des prévisions. Il faut d'abord qu'on attende la loi sur la reddition des comptes, voilà, des précédents budgets, pour voir à quel niveau, à quelle hauteur en tout cas ces budgets-là ont été par exemple mis en œuvre, quoi. Ce sont des ambitions que le gouvernement s'est donné, d'avoir un budget de 18 milliards. C'est juste un projet de loi de finances. Il faut attendre que ces projets-là soient
en tout cas réexaminé par les deux chambres du Parlement et pour qu'on arrive à un budget définitif. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai seulement apprécié, par exemple, les discours que j'ai suivis de deux présidents de chambre, Vital Kamerhe qui dit non, les priorités c'est la sécurité bien sûr, parce qu'il y a une partie du territoire qui est occupée, c'est le social des Congolais aussi, mais il faut s'assurer surtout au niveau de l'exécution, quand par exemple on a prévu 10 millions par exemple pour les ministères, pour le secteur de l'agriculture, que cet argent-là soit effectivement... Permettez-moi de vous interrompre, Jean Romance, nous acheminons déjà vers la fin de l'émission, mais j'aimerais que Edi Kabea dise au moins un mot par rapport à cette session. Bon, en fait, je crois que la session s'annonce déjà roulée, d'autant plus que les différentes matières inscrites à l'ordre du jour de cette session figurent également les contrôles parlementaires, parce que concernant la situation réelle de la République démocratique du Congo, il n'est un secret pour personne que les cas de corruption et de détournement des deniers publics sont légion dans notre pays. Mais vous verrez que les sommes détournées, ces chiffres souvent en termes des millions de dollars, mais il appartient également aux édits nationaux au cours de cette session d'interpeller ces différents détourneurs en vue de les virer s'il faut les dire. Mais excusez-moi de dire un mot par rapport à ce que viennent de dire Nico Faye par rapport à la question de la dette intérieure et extérieure. On doit également se poser la question de savoir est-ce qu'il appartient toujours à l'État de payer toutes ces dettes? Parce que la dette, c'est l'engagement d'un débiteur envers un créancier. En principe, les débiteurs est celui-là qui accepte librement de contracter ces dettes et qui en bénéficient. Mais dans ces contextes actuels, qu'est-ce que la dette nous a servi? Merci Edir. C'est ça le problème. On débrief. On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. L'IDPS, pour avoir passé 38 ans sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.